Merci Nicolas Chrétien de votre présence à l'Aéroforum. Vous êtes directeur de la stratégie avions commerciaux d'Airbus. Et donc Airbus occupe depuis 5 ans la place de premier constructeur mondial. Vous avez aujourd'hui un carnet de commandes de plus de 8000 avions à livrer. Les prévisions à long terme sont spectaculaires avec une demande mondiale de plus de 40 000 avions dans les 20 prochaines années. Quelle est la stratégie d'Airbus pour garder ce leadership et comment vous gérez les contraintes externes, l'inflation, les tensions géopolitiques qui peuvent impacter votre production? C'est une vaste question. Oui. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de la décortiquer en 3 parties. Le premier élément, c'est quels sont les fondamentaux de notre industrie et d'Airbus et dans quelle mesure ils sont intacts. La deuxième dimension, c'est quels sont les défis auxquels on s'intéresse du côté d'Airbus, parce qu'il y en a un certain nombre, mais ceux plus particulièrement qui sont soit exogènes ou qui soient propres à notre industrie. Et la troisième dimension, c'est comment nous adaptons notre stratégie pour qu'elle ne soit pas basée uniquement sur la croissance de ce carnet de commandes que vous avez décrit, mais qu'elle regarde effectivement un avantage compétitif, durable, à plus long terme pour la société. Sur la première dimension, les fondamentaux effectivement sont intacts. Le carnet de commandes que vous décrivez, qui fait en fait plus de 8750 avions aujourd'hui, il est le témoin du fait que historiquement, on est dans un marché où l'offre est en deçà de la demande. Et ce qu'on a observé au travers des différentes crises qu'on a traversées, la plus récente étant celle du Covid, c'est que là où on a dû effectivement adapter nos volumes de production, le carnet de commandes est resté relativement intact. Et on a vu même, en sortie de Covid, une dynamique commerciale encore plus importante. Le deuxième élément fondateur aussi de notre industrie et d'Airbus, c'est qu'on bénéficie de barrières à l'entrée technologique, mais aussi, on l'a vu plus spécifiquement en termes de certification, et avec des cycles de développement longs qui rendent, on va dire, l'arrivée de concurrence, qui ne la rendent pas impossible, et on va en parler, mais qui la rendent difficile. Maintenant, si ces bases sont solides, en termes de défis, on est aujourd'hui confronté à des défis qui ne sont pas forcément des défis nouveaux, mais dont la portée est certainement beaucoup plus large que ce qu'on a vu par le passé. Alors, l'actualité me conduit à forcément parler des tensions géopolitiques, mais pas simplement des conflits qui sont créés, de l'impact sur les populations civiles, mais aussi du retour du protectionnisme et du nationalisme, dans une industrie où on a construit en réalité l'aviation commerciale sur les bases d'une aviation, je dirais pas sans frontières, mais au-delà des frontières. Et ce qu'on témoigne aujourd'hui, c'est le retour de ces frontières, potentiellement de tarifs aux frontières, ce qui vient de facto challenger une industrie qui est globale et qui repose sur la libre circulation des biens et des personnes. On a un défi majeur, et je crois qu'il a été cité à plusieurs reprises, qui est celui du climat, pour lequel on a pris un certain nombre d'engagements. Et quand on parle de climat, et moi j'ai eu la chance pendant 4 ans d'être en charge du développement durable pour Airbus, donc je connais bien les enjeux, et de travailler sur les engagements d'Airbus, il y a évidemment le défi, on va dire, d'améliorer la performance énergétique de nos avions. Il y a le défi de la transition énergétique, mais aussi le défi de l'adaptation, qui va devenir une réalité beaucoup plus présente, et qui va nécessiter probablement aussi d'interconnecter l'avion dans son écosystème, et de faire appel aussi à des fonctionnalités d'IA assez importantes en termes de puissance de calcul. Donc le climat est un défi majeur qui aussi guide, on va dire, notre stratégie. Et on a, on va dire, des défis d'ordre plus proche, on va dire, de notre industrie, qui sont ceux d'une supply chain qui est d'une chaîne d'approvisionnement, comme on dit en français, qui reste assez fragmentée, qui a très largement souffert de la crise du Covid pour plusieurs raisons, on pourra y revenir, et qui a besoin effectivement de se consolider et qu'on doit préparer au défi futur qui va être la transition sur les prochains programmes. Il faut savoir que le jour où on a lancé, l'année où on a lancé la 320, on s'apprêtait à en livrer 400 ou 600. La prochaine fois qu'on lancera un programme avion, que ce soit le successeur de la 320, il faudra que l'ensemble de la supply chain et nos systèmes industriels soient prêts à en concevoir plus de 15 000 ou 20 000. Le dernier élément sur lequel je voulais aller, parce que c'est un peu l'élément central aujourd'hui, c'est le fait que la prochaine fois qu'on lancera un programme avion, probablement, on ne sera plus un duopole. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir si on est encore un duopole. Et donc, on reviendra probablement sur l'élément de Comac. Donc, au regard de ces défis,
en termes de stratégie, il ne s'agit pas simplement en fait, de faire croître ce carnet de commandes que vous avez décrit, mais c'est de savoir construire cet avantage compétitif, durable sur le long terme. Et là, on a défini vraiment 3 axes. Un axe sur comment améliorer la valeur pour nos clients. Parce que, on va dire que d'un point de vue stratégique, la seule façon de disrupter un business, c'est de ne pas écouter ses clients. Et donc, on a 5 points importants pour nous, qui sont l'amélioration de la performance des avions, l'amélioration de leur maintenabilité et plus de prédictibilité dans l'opérabilité des avions, l'amélioration de la flexibilité de la façon dont les avions sont utilisés. Ce sont des avions les avions sont utilisés sur des périodes de plus de 20 ans. Donc, c'est des actifs avec des cycles de temps longs. Donc, comment on arrive à mieux améliorer effectivement la cabine, à upgrader tous les systèmes avions. L'amélioration de l'intégration et de la connectivité de l'avion par rapport à son écosystème. Donc, c'est la connectivité par rapport au système aéroportuaire, mais aussi par rapport à l'écosystème global. Et je parlais des défis du climat. Donc, comment on va récupérer de la donnée pour aider les avions à opérer dans des atmosphères, des environnements plus contraints. Et le dernier élément, c'est effectivement celui du défi de l'autonomie, mais de l'autonomie au service de la sûreté du vol. Donc ça, c'est 5 points importants sur la dimension client. Et je compléterai juste, parce que j'ai été un peu long. Le deuxième axe très important pour nous, c'est celui de la résilience. Et donc peut-être qu'on va en parler un peu. La résilience notamment de notre système industriel, la préparation de notre supply chain pour améliorer, on va dire, et protéger notre capacité à continuer à développer, à certifier et à mettre sur le marché des avions. Et le troisième défi, c'est celui plus pionnier de la préparation de la décarbonation de l'aviation, dans lequel on est engagé notamment au travers de l'hydrogène. Voilà. Donc du coup, vous avez commencé un petit peu à en parler. Une partie des fournisseurs français sont impactés par les difficultés de Boeing. Comment rendre la supply chain plus résistante ? Alors si j'avais la réponse à cette question, peut-être que certaines personnes... Je pense qu'il n'y a pas une solution unique. Le point important peut-être pour remettre les choses dans le contexte, c'est qu'aujourd'hui, Airbus achète plus de 70% de ce qu'on produit. Donc on ne peut pas ni concevoir, développer, mettre sur le marché des avions, effectivement, sans avoir une supply chain, une chaîne d'approvisionnement saine derrière nous. Ce qu'on regarde, c'est qu'on a effectivement un certain nombre de contraintes qui sont liées, pour une part, sur des problématiques, on va dire, d'accès aux ressources primaires elles-mêmes, qui sont les matières premières, le titane, l'aluminium. On a des problèmes capacitaires pour suivre la montée en cadence sur laquelle on est engagé, notamment sur le programme Single Aisle, pour arriver au RAID 75. Donc c'est des problèmes qui sont soit d'ordre financier, soit d'ordre au fait humain. Je n'ai pas parlé de ce défi-là, mais le défi de l'accès aux ressources et aux compétences est assez clé et stratégique, pas simplement pour Airbus, parce que je dirais qu'au fait, on est à la limite plus ou moins protégé de ça, mais certains de nos fournisseurs le sont beaucoup moins. Et on a vu qu'effectivement, il y a une perte de compétences, notamment dans le Covid, qui a rendu la chaîne d'approvisionnement plus exsangue. Donc on a un certain nombre de défis capacitaires aussi du côté de cette supply chain. On voit qu'on a des défis propres à la partie aérostructure avec une chaîne d'approvisionnement qui est très morcelée, très fragmentée, qui a grandi, on va dire, avec Airbus, mais qui ne s'est pas structurée et consolidée suffisamment vite. On voit aussi qu'on a des défis sur des plus grands fournisseurs qui aussi, comme c'est le cas de Spirit, qui font face à des difficultés de gestion plus opérationnelles. Donc les défis sont assez protéiformes. La meilleure façon pour nous de nous prémunir de ça, c'est d'avoir un dialogue constant. On a évidemment un certain nombre de procédés engagés, notamment un process de Watchtower pour être capable de surveiller, on va dire, les risques dans la chaîne d'approvisionnement. On vient engager soit des moyens financiers ou des moyens humains pour aider une partie de notre supply chain, notamment sur la partie aérostructure. En ce moment. On accompagne aussi, on va dire, des démarches plus sectorielles, la démarche aéro-excellence du GIFAS qu'on essaie de déployer à l'échelle européenne. On essaye d'aller vers plus de transparence aussi. Je pense qu'on a une chaîne d'approvisionnement qui s'appuie sur des systèmes de gestion de données qui sont très manuels et avec pas suffisamment de transparence. On est en train de déployer un projet qui s'appelle Nextera qui vient interconnecter les systèmes de données entre la chaîne d'approvisionnement et Airbus. Et puis derrière, on a aussi des leviers financiers, je le disais. Et donc là, on accompagne notamment, par exemple, en France, les initiatives avec Tikeo des fonds aéro. Et du coup, que va changer l'arrivée du successeur de l'A320 ? On devra en connaître les contours l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va changer au niveau de la supply chain, de l'organisation ?
Alors, on n'est pas encore dans une phase de lancement de programme. On est dans une phase où on est en train d'explorer, on va dire, des roadmaps technologiques, R&T, en amont, sur l'ensemble des dimensions de ce que pourrait être l'avion qui viendrait remplacer l'A320. Donc sur les aspects aérodynamiques, voilure, fuselage, système propulsif, les systèmes de demain. Le point important, c'est de voir que quand on regarde le remplacement de la 320, qui n'est pas d'ailleurs pour demain, on est en train de regarder une échelle de temps qui est probablement dans la deuxième moitié de la décennie prochaine. Donc on va encore livrer énormément d'A320 et c'est notre première priorité. Mais quand on regarde ce prochain programme, on ne peut pas le regarder au sens strict de la plateforme et du produit. Il faut qu'on regarde le produit et son système industriel. C'est la première fois qu'on va disrupter quelque part et transitionner un programme avion à un rate qui sera probablement proche de celui dans lequel on sera d'ici 2027, c'est le rate 75. Et donc il faut que l'ensemble du système industriel soit capable. Donc ça passe par, on va dire, aussi plus d'automatisation, de robotisation, l'amélioration de l'ensemble du procédé, et un développement qui vient intégrer et interconnecter l'ensemble de la donnée de développement, de construction et de mise en service de l'avion. Donc la dimension industrielle, elle est très importante. Sur la dimension produit, il est clair que la performance de l'avion va être le facteur déclenchant du processus décisionnel. C'est-à-dire qu'on prendra une décision quand on saura qu'on a un avion qui peut amener, on va dire, des gains en termes de performance, et notamment en termes d'efficacité carburant, qui sont suffisamment importants. Et quand on regarde les aspects performance, il y a deux leviers principaux, si on veut simplifier les choses. C'est le moteur et la voilure. Ils feront à peu près 50% de l'amélioration à l'avenir. Et là, sur la partie moteur et sur la partie voilure, ce qu'on essaye de regarder, c'est quelles sont les technologies effectivement, qui nous permettraient d'aller chercher, on va dire, un niveau d'ambition qui soit suffisant, sachant que quand on mettra en service le successeur de la 320, c'est un avion, il faut qu'on le garde en tête, qui volera encore en 2060. Donc on ne peut pas ne pas être ambitieux. Et on ne peut pas ne pas être ambitieux au regard de l'ambition qu'on s'est donnée nous-mêmes et de l'ambition du secteur en termes de décarbonation, qui d'ailleurs ne s'arrête pas en 2050. Et on devra effectivement prolonger cet effort. Et donc, quelque part, la question est pour nous d'arriver à détecter ces technologies. Et on a effectivement un certain nombre de pistes à ce titre. Pour le moteur, c'est l'idée d'un moteur open fan, c'est ça. Je crois qu'il y a encore la question de la propulsion à régler là-dessus. Alors, comme je disais, effectivement, la propulsion, c'est à peu près la moitié de l'équation en termes de performance. Sur le système propulsif, on a un partenariat avec CFM autour d'un démonstrateur sur la technologie OpenFan qui vient en fait pousser à la limite le principe de ce qu'on appelle du unlimited bypass. Ça veut dire qu'effectivement, alors on revient effectivement quelque part, ça ferait un peu bizarre quand on pense à l'avion de demain de revenir à une forme de turboprop, mais on vient chercher effectivement une efficacité supplémentaire qu'on trouve extrêmement intéressante parce qu'elle naît de cette notion de comment on peut amener une ambition supplémentaire, aller vers quelque chose qui soit peut-être plus disruptif. Par contre, il y a des conditions, on va dire, pour l'entrée en service d'une technologie comme celle-là. Quand on fera rentrer une technologie comme celle-là, si le choix se porte là-dessus, et il n'est pas limité à ça, on regarde aussi des technologies sur des moteurs carénés. Donc on travaille avec l'ensemble effectivement de nos fournisseurs, mais sur la technologie OpenFan, il faudra, le gros défi, c'est celui par exemple du bruit, des vibrations, de la perte d'hélices en vol, donc des défis de sûreté qui sont propres à l'architecture du moteur. Et c'est là-dessus que nous travaillons, c'est-à-dire sur le dérisking technologique au fait, et la maturité technologique avec nos partenaires, avec Safran, GE, pour être capable de démontrer que si on voulait effectivement lancer un programme, cette technologie serait suffisamment mature à l'entrée en service pour être capable effectivement de monter en cadence sur les cadences que j'ai décrites tout à l'heure. Alors, un autre enjeu, et après on va en parler plus longuement avec deux autres intervenants, mais le centre de gravité de la demande mondiale d'avions se déplace vers l'Asie, l'Inde, la Chine. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Alors, je pense que le centre de gravité s'est déplacé déjà depuis un certain nombre d'années. Pour donner effectivement un ordre d'idée, la demande, par exemple, quand on regarde le marché chinois, Inde, Asie-Pacifique, représente de l'ordre de 20 000 avions. Donc, c'est à peu près la moitié de la demande sur les 20 prochaines années. Donc, près de 50% de la demande des avions sur les 20 prochaines années. Donc, c'est un marché énorme. 70% de cette demande, c'est de la croissance. 30%, c'est du remplacement. Si on compare ça au marché européen et au marché américain qui ne croît pas avec
on va dire, à la même vitesse, qui sont plutôt des marchés de remplacement. Ça représente 15 000 avions, donc il y a quand même une certaine forme d'équilibre. Ce que Airbus a su faire est relativement tôt, c'est d'arriver à créer une proximité avec ces marchés-là, en commençant par la mise en place effectivement de chaînes d'assemblage en 2008. L'année prochaine, on ouvrira une deuxième chaîne d'assemblage en Chine. Donc ça nous permet d'avoir une certaine proximité, d'être capable de livrer les avions et de créer aussi on va dire des chaînes d'approvisionnement locales pour une partie au fait, de l'assemblage final, notamment à Tianjin. On a fait la même chose aux États-Unis. On a un certain nombre de centres de recherche. On a des centres de refurbishing cabines et de complétion pour les gros porteurs aussi en Chine. On a même fait en quelque part une copie de Tarmac, pour ceux d'entre vous qui connaissent bien Tarmac à Tarbes, dans la zone de Chengdu. Donc il y a effectivement un engagement important pour essayer aussi de développer les bonnes pratiques qu'on a mises en place en Europe, aux États-Unis, et les exporter dans ces pays-là. Maintenant, la Chine reste effectivement un marché stratégique pour nous, avec une attention particulière du côté de Comac.